Présidente, Monsieur l'inspecteur général, Madame la proviseure, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs et cher André Antini. Je suis évidemment très heureux d'être présent de nouveau pour ce colloque. Vous savez que j'essaie d'être présent chaque année, donc je n'ai pas compté quel était le numéro, enfin le nombre de fois où je suis venu, mais en tout cas c'est un grand plaisir pour moi de venir à chaque fois. Comme vous le savez, je suis très attaché à votre action, aux travaux que vous menez, très attaché à la personnalité de M. Antini et au contenu de tout ce que vous faites, parce que derrière ce que vous faites, il y a évidemment des valeurs auxquelles je suis très attaché, qui finalement font que nous sommes mobilisés pour l'éducation, c'est-à-dire que nous pensons que chaque élève peut progresser, qu'on peut mener chaque enfant à la réussite. Comme vous le savez, vos thèmes, que vous labourez depuis tant d'années et que vous avez fait progresser depuis tant d'années, vos thèmes connaissent à mes yeux un contexte favorable. Non seulement parce que, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je reconnais évidemment très facilement l'intérêt de ce qu'il y a derrière le mouvement contre la constance macabre, et que, en choisissant le thème de l'école de la confiance, la même philosophie que j'applique, chaque fois que je dois expliciter ce qu'exprime l'école de la confiance, je parle de cette confiance que l'élève doit éprouver vis-à-vis de lui-même et qui est la résultante de la confiance qu'on éprouve les uns envers les autres. Je dis toujours, je dis ça sur le contrôle du recteur de Paris, que la première chose que j'ai faite en arrivant comme recteur, c'est de réunir justement comme ministre, c'est de réunir les recteurs et les inspecteurs d'académie et de leur dire je vous fais confiance. Et à retour donner la confiance au chef d'établissement et qu'il la donne aux professeurs, que même la donne aux élèves, qu'il la donne aux parents, que les parents la donnent à l'institution. Et à la fin, que l'élève ait confiance dans l'ensemble du monde adulte et qu'il ait confiance en lui-même. C'est le cercle vertueux de la confiance. Et c'est cela la lutte contre la constance macabre, c'est la lutte contre le cercle vicieux de la défiance, la lutte pour le cercle vertueux de la confiance. Tout ceci, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit n'est pas le point fort de notre pays. Dans notre pays, très fréquemment, nous avons d'autres atouts. Il ne faut certainement pas sombrer dans l'autodénigrement, ce serait d'ailleurs contradictoire avec ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que nous avons une petite tendance au pessimisme, une petite tendance à la défiance. Et nous avons tendance à transmettre cela aux enfants assez vite. Et nous avons évidemment la nécessité, à partir de l'éducation, de renverser cette tendance. Je pourrais citer plusieurs éléments qui permettent de renverser la tendance. Mais évidemment, celui auquel on pense en premier, c'est le baccalauréat. Puisque le baccalauréat, vous le savez bien, désormais prend en compte le contrôle continu, et ce qui, évidemment, doit permettre d'avoir un temps continu des progrès de l'élève durant son année de première et son année de terminale. Nous voulons en finir avec, finalement, ce qui a été il y a longtemps un néologisme fabriqué à partir du baccalauréat, ce qu'on appelle le bachotage, et qui est au fond l'une des cibles du mouvement contre la constante macabre. Pour valoriser la régularité du travail des lycéens, nous considérons que les bulletins doivent compter pour 10% et que 3 épreuves de contrôle continu en première et terminale comptent pour 30%. C'est donc maintenant au total 40% de l'examen qui est évalué en contrôle continu, et ce que l'on appelle désormais les E3C, que nous gardons notre capacité à créer des cibles, ont pour objectif de prendre en compte les progrès des élèves, tout en garantissant un cadre commun avec des sujets nationaux et des copies anonymes. L'objectif, évidemment, n'est pas de piéger les élèves, c'est tout le contraire, notamment en ayant une banque de sujets communs. Et il peut y avoir encore d'ailleurs des débats sur le caractère public de ces sujets, les effets que cela va entraîner, d'avoir ainsi un stock de sujets dont tout un chacun peut avoir la connaissance. Les épreuves communes de contrôle continu sont conçues comme un véritable levier de réussite pour les élèves. Leur objectif est d'abord pédagogique. Toutes les copies seront corrigées et annotées. Et là aussi, une innovation dont on verra les vertus, c'est que les copies seront systématiquement consultables en ligne. C'est une chose à laquelle on n'est pas encore accoutumé, mais tout élève aura sa copie en ligne. Autrement dit, la correction fait pleinement sens, elle est là pour faire progresser. Chaque épreuve est largement rattrapable. Autrement dit, il n'y a jamais d'accident très grave dans le passage de ces épreuves. Et ces E3C concernent à la fois les cours communs, vous le savez, l'enseignement scientifique, histoire, géographie, les langues vivantes, mais aussi l'enseignement spécialité que l'élève a choisi en première et qu'il ne prendra plus en terminale.
celui des 3 qui ne prendra plus en terminale. Donc un certain nombre de matières dont le mode de notation passe en contrôle continu. Il y a une étroite proximité des E3C avec l'évaluation par le contrat de confiance, ce que vous appelez le PCC. C'est évidemment quelque chose qui doit encore être travaillé, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai mis en relation Andrea Antibi avec les personnes qui s'occupent du comité de suivi de la réforme du baccalauréat, parce que c'est, je pense, une convergence que l'on doit rechercher entre les E3C et le PCC qui est intéressante, même si peut-être les choses ne se font pas en un seul temps, mais en plusieurs étapes. Je pense que notre pilotage de la réforme du baccalauréat doit faire une large place à cette logique. L'évaluation n'est jamais une finalité en soi. L'évaluation est un outil, l'évaluation est un moyen, et on doit toujours évaluer l'évaluation pour s'assurer qu'elle sert vraiment au progrès de l'élève. Elle doit toujours être au service de l'apprentissage, elle cherche à refléter le plus fidèlement possible les acquis des élèves. Une bonne évaluation, c'est une évaluation qui donne confiance en soi et en son professeur. Et donc la notation doit devenir synonyme de confiance. Nous savons qu'une atmosphère de pression est préjudiciable et qu'elle entraîne angoisse et démotivation des élèves. L'élève ne doit pas se sentir jugé à travers l'évaluation, mais l'évaluation doit avoir une influence déterminante sur l'image que les élèves ont d'eux-mêmes positivement. On doit donc permettre que l'élève comprenne qu'il est normal de se tromper, je vais y revenir, que se tromper n'est pas synonyme d'échouer, que l'erreur n'est pas une faute, alors que parfois on parle bien d'une faute de français, comme si on devait y mettre un jugement moral. L'erreur, au contraire, est évidemment bénéfique. Vous voyez encore le titre d'un livre qui reprend l'expression que désormais on utilise souvent, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Eh bien, c'est à peu près, ça pourrait être la devise de l'éducation nationale. Mais c'est la devise de l'être humain, tout simplement. L'erreur a des vertus, nous le savons tous, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous en sommes convaincus. Vous savez, je cite souvent Edgar Morin sur ces questions, puisque nous devons non seulement accepter les vertus de l'erreur, mais admettre que l'erreur est consubstantielle à nos processus créatifs. Et c'est une évidence dans l'expérimentation scientifique. C'est ainsi que la pratique artistique nous apprend cela en particulier. Parce que de nombreux artistes revendiquent l'erreur comme œuvre en tant que telle. C'est même toute la raison de certains mouvements artistiques. C'est notamment pour cela que j'attache autant d'importance à l'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle doit permettre à l'enfant de voir la relativité de l'erreur, et puis elle doit lui permettre tout simplement de comprendre parfois la diversité des chemins. La répétition et l'essai sont la condition de toute production. C'est vrai aussi en art. La pièce de théâtre, le morceau de piano, la peinture, la sculpture, pratiquement toute la création artistique illustre cela. Mais on pourrait dire la même chose de la pratique sportive. Et ceci est donc ces éléments-là, c'est-à-dire l'éducation artistique et culturelle et l'éducation physique et sportive, sont fondamentaux, sont des éléments fondamentaux du progrès de l'élève. Je disais qu'il y a des éléments de contexte qui sont favorables au sujet qui est le nôtre aujourd'hui. L'un des éléments de contexte, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir les résultats de PISA. Alors celui qui est devant vous connaît les résultats de PISA, bien sûr, j'ai l'impression que tout le monde les connaît si je me réfère à la presse d'aujourd'hui, en tout cas tout le monde les imagine. C'est toujours extrêmement intéressant de faire attention à ces évaluations, qui sont des évaluations internationales. Je ne sais pas si les organisateurs de PISA connaissent la lutte contre la constance locale. Mais puisque dans quelques minutes, l'activité que j'aurai après vous avoir vue, ce sera d'aller à l'OCDE pour commenter les résultats de PISA, je voudrais vous faire quelques réflexions préliminaires en sachant que cette petite caméra n'est pas en direct. Pas. Non. Pas encore. D'abord, l'enseignement de PISA doit être pris au sérieux. Et de façon générale, les évaluations internationales, et notamment PISA, TIMSS et PIRLS, doivent être pris au sérieux. On a eu trop tendance, au cours des 20 dernières années, depuis que PISA existe, à chercher à relativiser ce que ça représente. Bien sûr, PISA n'est certainement pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à dire en matière d'évaluation de nos élèves, de nos systèmes, sûrement pas. Vous le savez, ça évalue depuis 15 ans, avec une série de limites, bien entendu. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est les commentaires de PISA sont souvent assez superficiels le jour même de la sortie de PISA, et c'est donc ce qu'on va voir ou pas aujourd'hui. Alors même que ce qui est le plus intéressant dans PISA, c'est les études approfondies qui ont lieu au cours des temps qui suivent,
qui nous permettent d'aller assez fortement dans le détail. Alors, elles nous permettent de voir que tel pays progresse plus qu'un autre, bien sûr, et de regarder quels peuvent être les ingrédients de cette réussite. Elles nous permettent aussi de voir des pratiques qui parfois sont intéressantes. Exemple, les Chinois. Les Chinois sont en train de progresser fortement dans les 4 régions qui sont testées dans PISA. Et on me faisait part d'un exercice récemment que les enfants chinois font et qui est extrêmement intéressant, ce qui est en matière de calligraphie. Comme vous le savez, les enfants chinois doivent apprendre beaucoup plus que 26 caractères. Alors, on pourrait se dire, les malheureux, ils sont obligés d'apprendre par cœur beaucoup de choses, ça n'est pas l'exercice, l'idée que nous faisons de l'exercice de l'intelligence. Mais néanmoins, ils sont bien obligés de le faire, puisque c'est ainsi que ce qu'ils ont à apprendre à lire ou à écrire les oblige à faire. Eh bien, on a avec ce qu'il faut en matière de calligraphie, dans les régions qui marchent le mieux, un exemple, et où, entre parenthèses, des élèves issus de milieux extrêmement défavorisés, c'est-à-dire du paysanat chinois le plus défavorisé, ont des performances scolaires dès la première génération, par un certain nombre de pratiques avérées. Eh bien, pour ne prendre que l'exemple de la calligraphie, on voit qu'ils font de la calligraphie tout à fait à l'ancienne, ils apprennent des signes, mais la qualité du signe est immédiatement testée par ordinateur et donc renvoie un signal d'erreur ou de réussite à l'élève. Et donc l'élève se corrige immédiatement. On est en plein cœur d'une approche de l'évaluation par la confiance et de l'évaluation test utile et constructive, parce que bien entendu il n'y a aucune connotation négative à faire une erreur. La correction est immédiate, et en plus elle est assistée par ordinateur. J'avoue que cet exemple-là cumule un certain nombre de choses que je dis assez souvent. D'abord parce que nous savons que le test est en soi très bon sur le plan cognitif, c'est-à-dire le test permet de cranter de la connaissance, nous le savons. Le test en l'occurrence n'existe là, l'enfant le comprend spontanément que pour l'aider à mieux réussir ce qu'il est en train de faire. Et on a en plus un couple homme-machine totalement réussi, c'est-à-dire on a d'une part des signes millénaires qu'il faut refaire de la même façon qu'il y a plusieurs milliers d'années, mais en même temps, on a l'ordinateur qui est là pour nous aider à faire cela correctement. C'est presque un condensé de ce qu'il y a, de ce que l'on peut dire sur certaines vertus du test immédiat et sur l'utilisation de l'information numérique dans les temps qui viennent, et puis du mariage entre tradition et modernité. De nouveau, il faut se garder de jugements superficiels. On peut par exemple considérer que la réussite des pays asiatiques est trop basée sur un travail acharné, sur le fait d'apprendre par cœur de nombreuses choses. Ce n'est pas forcément, ça peut être le cas, et ça rend un inconvénient, mais ce n'est pas forcément son cas. C'est pourquoi je cite volontairement la Chine devant vous, parce que j'aurais pu plus facilement citer l'Estonie ou la Finlande, qu'on en attend davantage quand on est sur des sujets comme ceux-là. Et je le dis parce que justement, en réalité, au-delà des premières apparences, il faut aller chercher ce qui fait la réussite et ce qui fonctionne. Et donc, je crois à l'intérêt de ces évaluations internationales, je crois aussi à l'intérêt de notre capacité à faire des évaluations nationales réussies. C'est le sens des évaluations de CP et de CE1. Elles sont en début d'année, elles ne sont donc pas faites pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Elles sont faites pour aider le professeur à avoir une vision à 360 degrés des compétences déterminantes de l'élève pour notamment le français et les mathématiques. Elles servent aussi à ce dialogue professeur-parent qui est si essentiel, c'est-à-dire une rencontre entre les parents et le professeur, pour regarder ensemble le chemin que l'enfant va pouvoir faire dans l'année. Et puis elles sont pour l'enfant un moment, pour les qualifier de gratuit, un moment qui ne bouge pas sur une note ou sur quoi que ce soit d'inhibant, mais au contraire sur une sorte d'autoportrait de ce que l'on sait faire et de ce que l'on va encore acquérir. C'est pourquoi nous créons progressivement, je crois, les conditions d'une évaluation positive, mais je suis tout prêt moi-même à soumettre ce système d'évaluation à l'évaluation, comme on dit, à la discussion, au débat, comme certainement vous le ferez aujourd'hui. D'autant plus que vous le savez, nous allons aussi créer un nouveau conseil de l'évaluation. On en a beaucoup débattu au moment des débats sur l'école, sur la loi pour l'école de la confiance. Nous aurons donc à partir de 2020 un conseil de l'évaluation en France qui évaluera les établissements. Et en évaluant les établissements, il va faire d'abord produire une conception complètement nouvelle de ce qu'est l'inspection, ce que sont les missions de l'inspection. Je rappelle devant tout le monde que
une des grandes réformes qui ont eu lieu ces derniers temps, relativement discrète parce qu'elle ne concerne pas le grand public, mais elle a beaucoup d'impact en chaîne, c'est la fusion des 4 inspections générales. L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'inspection générale des bibliothèques, l'inspection générale de la jeunesse et des sports. Pour n'en faire qu'une, c'est un message sur la pluridisciplinarité des inspections générales, sur la masse critique des inspections générales, sur l'évolution du rôle des inspections générales, qui aura évidemment un impact sur l'ensemble des corps d'inspection et qui doit nous permettre aussi d'avoir des évolutions beaucoup plus collectives de l'ensemble des politiques publiques et de l'action des établissements. Les établissements seront évalués par vague de 5 ans et nous regarderons non seulement la qualité pédagogique, comment on est la réussite des élèves, mais aussi le climat scolaire. Et là, on sera aussi à la croisée de ce qui vous est cher, c'est-à-dire le climat de confiance articulé au climat de réussite. Les deux choses vont évidemment ensemble. Là aussi, ce sont des sujets sur lesquels vous pouvez avoir une influence, des sujets sur lesquels il peut y avoir du débat, des sujets sur lesquels il peut y avoir du pilotage, des sujets sur lesquels nous évoluons par l'évaluation. Et nous évoluons par, je veux dire, alors, si je reprends les évaluations de CP et de CE1, qui sont en début de CP, en milieu de CP, puis en début de CE1. Ces évaluations, nous en avons fait une première édition en 2017-2018. Et elles sont en vous, dans votre mémoire, les quelques critiques qu'elles ont pu expliquer. Et d'emblée, j'avais dit qu'elles étaient faites pour être améliorées en fonction des critiques. Donc elles ont produit des critiques. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui les avait élaborées avec l'ADEP et la DGESCO, les a revisitées, les a donc fait évoluer. C'était à la rentrée 2018. Elles ont continué à subir certaines critiques, très intéressantes. On les a donc encore remis sur l'établi. Et on a eu en 2019 quelque chose qui est sans doute encore mieux qu'en 2018. Et je pense qu'en 2020, on a quelque chose encore meilleur qu'en 2019. Et ça veut dire que les premières étaient mal faites. Il y avait beaucoup de choses déjà très intéressantes dans les premières, mais l'ouverture à la critique est justement ce qui permet de faire. Donc il y a quelque chose de réflexif dans le processus. L'évaluation doit être évaluée, l'évaluation doit évoluer, et l'évaluation, parce qu'elle évolue et parce qu'elle est évaluée, permet de faire progresser le système. Et de loin en loin, en faisant progresser le système, on fait progresser l'élève, en faisant progresser l'élève, on fait progresser le système. Et je crois que nous devons aujourd'hui dédramatiser complètement l'évaluation. Et c'est une des vertus du mouvement contre la constante macabre, c'est d'avoir préparé psychologiquement, je dirais, notre communauté éducative à considérer que l'évaluation n'est ni bonne ni mauvaise en soi, elle dépend totalement de la façon dont elle a été conçue, de sa qualité technique, parce qu'il y a une qualité technique de l'évaluation, mais aussi de son esprit et donc de son impact psychologique, qui est une dimension essentielle. Au moment où les sciences cognitives nous disent de plus en plus de choses sur les vertus de l'évaluation, mais aussi sur les conditions d'une bonne évaluation, je pense que nous pouvons réellement concrétiser un certain nombre de points que vous défendez depuis longtemps et qui sont de plus en plus avérés. Je voudrais terminer en parlant de l'école maternelle, parce que la bienveillance doit devenir centrale dans l'évaluation des élèves, et c'est un principe indissociable de celui d'exigence. On voit bien que l'école maternelle est au cœur de ce principe de bienveillance. Il y a une spécificité de l'école maternelle, c'est fondamentalement l'école du jeu et de l'épanouissement, et c'est pourtant une école à part entière avec ses exigences et ses apprentissages. Et dès l'école maternelle, on rencontre un principe essentiel pour tous les âges, qui est notre capacité à bâtir une école des intelligences multiples, en valorisant toutes les qualités d'un enfant et en s'intéressant à la personne comme un tout. Cette école maternelle, nous savons que la France a une magnifique tradition en la matière depuis au moins 1848. J'aime toujours à souligner cela, parce qu'il y a avec la création de l'ancêtre de l'école maternelle en 1848, même si on peut trouver c'est un peu comme les origines de l'homme, on peut toujours trouver une préhistoire de l'école maternelle. Quand on regarde l'histoire de l'école maternelle, elle est consubstantielle à l'histoire de la République, pas seulement de la Troisième République, mais en l'occurrence de la Seconde République. Et l'intérêt pour la petite enfance est évidemment quelque chose qui relève des grands enjeux de la République, c'est-à-dire l'enjeu d'égalité.
Et nous savons plus que jamais, en ce début du XXIe siècle, que beaucoup de choses se déterminent dans les premières années, et que si on veut la véritable égalité, qui commence par l'égalité devant le langage, nous devons être très attentifs à ce qui se passe de 0 à 3 ans, mais aussi de 3 à 6 ans, et puis aussi ce qui se passe en CP et en CE. C'est pourquoi je porte tant d'attention à ces moments-là, et c'est pourquoi l'école maternelle me paraît une bonne illustration de ce que nous avons à discuter ensemble. C'est que c'est l'école la plus insouciante, c'est l'école du bonheur, c'est l'école du jeu, c'est l'école du plaisir, c'est l'école où le grand enjeu est de cultiver la curiosité de l'enfant. Elle est déjà donnée quand il arrive, l'enfant. Je n'ai jamais vu un enfant de 3 ans arriver à l'école maternelle sans un appétit de connaissance, un appétit de découverte. Cette curiosité est un trésor, et ce trésor doit non seulement être maintenu, mais même être développé à l'occasion du passage à l'école maternelle. L'école maternelle a toutes ses caractéristiques, et pourtant, c'est peut-être le moment le plus important de la scolarité de l'enfant. Et en tout cas, c'est ce que nous prétendons, peut-être en incluant le CP et le CE1 dans ce temps d'importance. Et bien, ceci montre bien que la dimension de confiance, de bienveillance, et même de jeu et de plaisir, n'est absolument pas contradictoire avec l'importance, le sérieux et même l'exigence, l'attente qu'il y a derrière. Quand un enfant apprend à chanter, il y a quelque chose qui semble simplement joyeux et gratuit, c'est vrai, mais en réalité, il y a des enjeux pédagogiques gigantesques, de vocabulaire, d'harmonie, que l'on veut cultiver chez cet enfant. Donc, je crois que c'est finalement l'illustration la plus forte de ce qui nous anime, c'est-à-dire le fait que nous voulons créer ce climat de confiance, mais qu'en le faisant, ce n'est pas parce que nous voudrions édulcorer les enjeux de l'école ou ses exigences, mais au contraire, nous voulons les renforcer parce que nous voulons que l'école amène tous les enfants vers la réussite, et que d'ailleurs, si on ne voulait pas ce deuxième aspect, alors nous serions contre-productifs sur le plan social, parce que quand on se relâche sur ce point-là, en réalité, c'est les élèves les plus défavorisés socialement que nous lâchons. Donc, j'accorde beaucoup d'importance à ce que vous faites, beaucoup de respect à votre persévérance, à la dimension de long terme de ce que vous entreprenez depuis si longtemps. Le mot évaluer doit avoir une connotation totalement positive, et pour ça, référons-nous à son étymologie, ex-valuere, extraire de la valeur. Eh bien, finalement, ça peut être aussi l'une des définitions de l'éducation, c'est être capable d'extraire de la valeur, cette valeur qui est là et qui ne demande qu'à se développer. Je vous remercie.